Alors, la grande conclusion, quant à moi, ce qui est important, de retour en c'est ondes sur justement OM de 99 Média, s'exprimer, de en défendre direct la de la soirée démocratie, rouge de à descendre dans la rue et de le faire de façon respectueuse mais résolue. Il faut défendre la démocratie, elle est pardon. Est sous attaque, est en siège, si on veut. Il y a un siège autour des gens qui veulent faire changer les choses. Eh bien, la seule manière qu'on pourra empêcher qu'on reste paralysé dans une situation qu'on haït, ben, c'est de s'exprimer, de se lever et d'appuyer ceux qui ont le cœur de faire changer les choses. Merci beaucoup, puis bel automne. Alors, toujours en direct de la soirée rouge à Tsa, à la place Émilie Gamelin sur om99media.org. Pierre Gaudreau. Tu montes tranquillement, tu places tes feuilles. On t'écoute. On écoute Pierre. Bonsoir. Pierre Gaudreau du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Au début novembre, les investisseurs se sont rués pour acheter les condos de la Tour des Canadiens qui va être construit sur l'avenue des Canadiens. Il y a même une liste d'attente de 500 clients qui a été constituée pour les étages supplémentaires qui allaient être mis en vente. Outre pouvoir rencontrer Guy Lafleur au moment de l'achat, être à côté du Centre Bell, bien évidemment, pour une somme d'1,5 million à 1,4 million, les acheteurs ou leur investissement, ils vont aussi avoir une vue sur le fleuve ou la montagne. Moi aussi, ça me choque. Parce que, comme le disait à la presse Pietro Esposito, qui a acheté un de ces condos-là, je ne sais pas ce que je vais faire de mon condo dans 3 ans, une fois que la construction va être terminée. Sa valeur devrait avoir augmenté, alors je verrai. Mais moi, j'ai une idée pour M. Esposito puis pour bien d'autres mondes. Jeudi soir dernier, les refuges ils étaient occupés à 101% à Montréal. Les ressources d'hébergement pour femmes à 98%. À longueur d'année, ces ressources-là refusent les femmes faute de place. Ça fait 5 ans qu'on voit hiver après hiver plus de gens dans les refuges, dans les ressources d'hébergement pour femmes, pour jeunes, pour autochtones. Cette croissance-là de l'itinérance, on la voit à Montréal, on la voit aussi à Trois-Rivières. Il y a un organisme à Trois-Rivières, le Havre. Ils ont vu 20% de plus de gens à chaque année, d'hommes et de femmes. Ils ont même dû l'an dernier installer des tentes, pas pour faire un show, comme l'ATSA le fait très bien pour dénoncer une situation puis pour bâtir la solidarité, mais pour héberger des hommes et des femmes parce qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur du refuge. Gérald Godin aurait eu honte de sa ville, il aurait eu honte de son pays. Parce que cette croissance-là de la détresse humaine, qui représente l'accroissement de l'itinérance, elle se vit par ailleurs de pair avec une croissance de la richesse. C'est sûr que l'itinérance, c'est pas juste une question de pauvreté, mais la persistance de la pauvreté, l'aggravation de la situation de celle-ci, elle l'alimente. Mais pendant ce temps-là, les tours des Canadiens se multiplient. Les joueurs sont nombreux aux jeux réels et non virtuels de Monopoly. Les terrains disparaissent, les maisons de chambre disparaissent. Puis quand la game est finie, c'est pas tout le monde qui rentre à la maison. Le développement que pour les gens qui ont de l'argent, c'est pas juste à Montréal. C'est aussi le cas à Laval, dans des quartiers comme le 10-30 à Brossard, sur des bonnes terres comme à Terrebonne ou à Saint-Hilaire. Pendant que le portefeuille des uns grossit, le nombre de gens qui n'ont plus rien, il grossit aussi. À 300 mètres d'ici, au sous-sol d'une église, il y a plus de 1200 personnes qui reçoivent leur chèque d'aide sociale. À cet endroit, au sac à dos, ils peuvent aussi entreposer tout ce qu'ils ont. Puis cette église-là est petite. C'est une modeste église unie. C'est pas une grosse église catholique. Année après année, mais c'est pire cette année, dans les ressources alimentaires, on voit plus de monde. Les personnes qu'on condamnées à la pauvreté par la pitance, et le mot est de Claude Ryan, puis là-dessus,
M. Ryan avait raison, la pitance que représente l'aide sociale fait en sorte qu'il y a davantage de monde dans les ressources alimentaires, mais ce qu'on voit beaucoup aussi, de plus en plus, c'est des étudiants et des étudiantes, des salariés qui ont faim. Pourtant, malgré cette situation-là, quand on parle de partage de la richesse, pour le peu qu'on parle, on sort toutes sortes d'arguments. Tantôt, j'en entendais un d'un collègue qui disait qu'il faut faire attention, il faut regarder comment on va travailler ces programmes sociaux. On est bien prêt à en débattre. Mais il y a une chose que moi, je suis tanné d'entendre, puis encore aujourd'hui, Gérald Tremblay, dans son testament, l'a sorti, en disant qu'il faut créer la richesse avant de la partager. C'est aussi le discours de bien du monde au Québec. Le problème, il me semble, c'est que la richesse, elle existe déjà. Quand ces condos-là trouvent preneur, quand tous ces véhicules utilitaires sport-là continuent de se vendre en nombre croissant, on voit que la richesse, elle existe, qu'elle est le fruit de salaires exagérés, de recteurs, de médecins spécialisés, de salaires et de bonus de cadres, d'entreprises dont le salaire augmente quand les effectifs diminuent. Cette recherche-là, elle est aussi le fruit de la spéculation que bien des gens font sur leurs immeubles ou sur leurs actions. En octobre, le gouvernement du Québec a parlé de taxer puis d'imposer un peu davantage cette richesse-là. Bien que trop timides, ces propositions-là y ont rencontré une forte opposition à droite comme à gauche. Et le gouvernement a trop rapidement reculé. Pourtant, on ne parlait pas d'empêcher personne de manger. On parlait de prendre une part un peu plus importante des revenus de ceux qui ont des revenus très importants. On parlait d'imposer une partie justement des gains en capital du monde qui spécule. Je laisse à d'autres le soin de juger si au niveau budgétaire, il faut espérer mieux ou craindre le pire, comme en Espagne, comme en Grèce. En attendant, on peut dormir tranquille. Ça va être bientôt Noël, puis le temps de la charité. Les journalistes vont se vendre aux enchères pour la guignolée des médias. Dans la guignolée des médias, c'est drôle, pourtant, il y avait un des slogans, une pub à télé, c'est un enfant qui disait « Moi, je veux manger tous les jours ». Moi, je ne vois pas en quoi, si j'investis 1200 $ pour avoir la chance de manger avec Yves Boisvert ou Marie-Claude Lortie de la presse, ça va faire en sorte que le chambreur qui peine à payer son loyer va pouvoir manger. Je ne vois pas comment, si j'investis pour avoir un repas avec des grandes personnes, ça va faire en sorte que une étudiante qui a de la misère à payer sa part de loyer va être capable de faire, et qui a difficilement à payer ses frais de scolarité déjà trop élevés, va être capable de faire une épicerie. En attendant, on peut dormir tranquille. Bientôt, Noël va être passé, puis en janvier, on va parler d'autre chose que de la pauvreté. La saison des REER, les régimes enregistrés d'épargne retraite, va revenir. Les gens qui ont des sous vont pouvoir les sortir de leur CELI, leur compte d'épargne libre d'impôts. Le mot le dit. Ottawa et Québec vont se priver de milliards de dollars juste pour l'année 2012, juste avec cette gimmick-là. C'est loin d'être uniquement les personnes à haut revenu qui font ces transactions-là, mais toute cette logique-là laisse de côté une part importante de la population. Une part importante, évidemment, de la population qui n'a rien à mettre dans des REER, sinon en s'endettant. Mais ça laisse aussi de côté une part importante de la population qui ne peut pas bénéficier de programmes sociaux qui sont insuffisants justement parce que l'État manque de sous grâce à toutes ces gimmicks fiscales-là. Le printemps dernier, la mobilisation étudiante a soulevé d'importants débats de société. Comme d'autres l'ont soulevé, entre autres Gabriel Nadeau-Dubois, il reste beaucoup à faire. Comme d'autres, j'insisterai pour dire qu'il faut, entre autres, parler et agir sur la richesse, sur le partage de la pauvreté, sur le partage de la richesse contre la pauvreté à longueur d'année. Merci. Alors, si vous utilisez Twitter, je vous invite à utiliser le hashtag Soirée Rouge ATSA. Une activité spéciale, tout le monde se lève debout. Tout le monde debout. Debout. Et ça va apparaître sur le mur ici, sur le grand écran ici. On se fait sur place. Ça pourquoi? Utilisez le hashtag Soirée Rouge ATSA. Il y a un seul mot. beaucoup de soupe qui s'en vient
Alors, il y aura de la soupe autour de 9h15, 9h30, après nos quelques autres invités. Est-ce que ça fait du bien un petit peu? On bouge les bras, on peut se rasseoir, on peut changer de place avec quelqu'un d'autre. Et on accueille ensemble, sur la scène, en fait, moi je suis sur la scène, vous êtes devant, là, calmez-vous, Yannick Marcil. On l'accueille à coups de casserole et d'applaudissements! À toi, Yannick. Mon nom est Yannick Marcil, je suis économiste indépendant et électron libre à mes heures. Je vais vous parler de la place publique, évidemment, comme tout le monde, et vous dire que depuis des siècles, la place publique est le théâtre de la violence. Une insidieuse violence. La violence économique. Depuis des siècles, la place publique est aussi la place du marché, la place du commerce, ce qu'on a oublié. Un commerce qui unit des hommes et des femmes dans une réunion assez spéciale, qui est celle du fruit de leur travail. Une place publique, une place du commerce où on échange des biens, des services qui sont le résultat de notre travail. Mais une place publique qui a perverti ce travail-là, qui a perverti le résultat de ce travail-là en le transformant en un objet vulgaire, un objet de recherche du gain, une recherche du pouvoir, une recherche de la plus basse réalité de l'homme, alors qu'elle devrait être celle de sa plus grande noblesse. Le commerce, on le diabolise présentement. On parle de marchandisation de l'éducation, on parle de marchandisation du savoir, etc. Et pourtant, cette marchandise-là, cet objet de notre commerce, le fruit de notre travail, devrait être très, très, très noble, devrait être respecté de très belle façon. Mais on l'a oublié. On l'a oublié pourquoi? Parce que après le commerçant est venu le négociant, est venu le spéculateur, est venu celui qui complètement désincarné notre réalité, complètement à l'extérieur de ce que nous sommes, s'est éloigné de notre vraie réalité, de notre vraie nature d'être humain. Au commerce du coin, c'est substitué cette horreur qui s'appelle Walmart, Costco, Provigo, Métro, le Journal de Montréal, La Presse, l'UQAM. On en a fait des machines à imprimer de l'argent plutôt que des machines et des lieux d'échange réciproques, des lieux d'échange entre humains. On a oublié que le commerce, c'est un échange humain. Alors que on en fait une pure écriture comptable, on en fait une pure écriture désincarnée de notre propre réalité. Ainsi, avec les siècles, s'est installée, et particulièrement récemment, dans les dernières décennies, une forme de violence absolument inouïe. C'est la violence de l'argent. C'est la violence de l'économie complètement asservie, complètement désincarnée et complètement à l'encontre de notre propre réalité comme être humain. La place publique, cette place du marché, entre autres, c'est aussi donc le lieu de cette rencontre que nous avons oubliée. Moi, je rêve que ces places publiques, comme celles qu'on voit ce soir, celles que nous habitons ce soir, celles que nous avons le droit d'habiter ce soir, soient aussi celles de la concorde, celles du commerce agréable, comme on disait autrefois. Celles de notre relation entre nous, entre êtres humains qui avons
des besoins et des ressources à échanger. On a parlé de richesse dans les dernières minutes. Cette richesse que nous possédons en nous et qui est le fruit de notre travail, je rêve qu'elle revienne sur cette place publique et qu'on chasse de cette place publique cet avilissement complètement odieux, vulgaire et violent. Cette place publique, cette place du marché, cette place du commerce qui est le fruit du labeur des hommes et des femmes, ce fruit du travail auquel on doit rendre la dignité, car il constitue aussi l'édification du beau et de l'utile. Ce beau et cet utile que nous portons en nous et que nous portons vers l'autre. La place publique doit être un lieu de justice économique. La place publique doit être un lieu de démocratie économique également. Celle de l'égalité, non pas des chances, mais du concret résultat de notre travail. Et cette place publique, elle doit faire hommage et respect à la dignité du travail humain, celui qui est le nôtre. Bonne soirée. Merci. Avec Marcel, Électron, libre. C'est drôle, comme le groupe Cinéma. J'ai parlé avec un garçon qui me dit, s'il y a un message que... Il dit, moi, je suis allé sur scène pour une phrase. Il dit, j'aurais dit, oui, entre autres. Il dit, soyez libre et réappropriez-vous votre ville. En fait, c'est notre ville. C'est nous qui la faisons, la ville. Les gens, je parle des touristes qui viennent à Montréal. Je dis, t'es pas venu voir l'architecture à Montréal. Là. Je dis, mais non, ce que j'ai aimé, c'est le monde. Fait que la ville, c'est nous. Reprenons-la. On accueille sur la scène, gentiment, avec beaucoup d'écoute, une fille très, très souriante qui va vous parler de 4 minutes 42. Elle s'appelle Evelyne Couturier. On l'accueille chaleureusement. Alors, bonjour, je m'appelle Evelyne Couturier, je suis chercheure à l'IRIS, mais également organisatrice de l'UPOP Montréal, une organisation d'éducation populaire. Mais c'est d'abord à titre de citoyenne que je viens vous livrer une réflexion sur la place publique. La place publique serait ce lieu où tout le monde peut prendre tribune, où tout le monde peut s'exprimer, ou débattre collectivement, respectueusement. Ne soyez pas alarmés, mais on est loin du compte. Certaines personnes pourraient prétendre que jadis on avait de tels lieux, presque, le parvis de l'église, l'agora, les grandes places municipales. Mais ces lieux étaient aussi des lieux d'exclusion. Pouvait-on vraiment tout y dire ce qu'on avait à dire? Est-ce que vraiment toutes les paroles étaient traitées avec le même respect? Est-ce que tout le monde était accueilli avec la même ouverture? Poser ces questions, c'est y répondre. Ou alors on nous dira que la place publique est ce lieu effervescent et presque évanescent où on se rejoint collectivement pour changer le monde. Ce fantasme, il est joli, mais ne permet que de constater des espaces publics quand elles arrivent, mais pas de les faire advenir. Puis de les regarder disparaître lorsque les pouvoirs en place prennent conscience du danger. En effet, l'histoire pourrait se répéter. Cette vision de la place publique appelle également à la nostalgie. Vous vous rappelez, jadis, quand on était ensemble à changer le monde, quelle époque? Alors, à défaut d'avoir une place publique parfaite, on compense, on s'exprime là où on peut, espérant briser le silence, espérant brasser la cage de ceux et celles qui s'endorment. Vous savez, le confort et l'indifférence. On écrit des lettres aux journaux, on appelle des lignes ouvertes ou on commence un blog. D'un commentaire à l'autre sous une nouvelle qui nous interpelle, on sent presque que sa voix compte, même si rares sont les personnes qui oseront aller jusqu'à nous lire. On cherche à communiquer ou alors on se dit que si quelqu'un parle à notre place, c'est toujours ça. On n'est peut-être pas d'accord tout le temps, mais on l'est au moins des fois. Et le restant du temps, ça doit plaire à d'autres. Et l'auteur n'a pas tout à fait tort. Sinon, il ne le dirait pas. Sinon, il ne le dirait pas ici. Au final, il va falloir se le dire, on entend toujours le même monde, toujours les mêmes idées, toujours sur les mêmes tribunes. Arrivent parfois des événements, des mouvements qui éveillent une parole qu'on ne peut plus ignorer. Ou alors des personnalités originales, bruyantes et remarquables parviennent à percer le bruit ambiant. On les laisse alors faire leurs preuves avant de les introniser dans le grand canon des commentaires acceptés.
On se les échangera alors d'une tribune à l'autre. On choisit avec soin les personnes qui nous déclareront de leurs opinions et pour faire joli, on pimentera avec un peu de controverse, mais toujours la même. Certains pensent peut-être qu'Internet a permis de donner aux paroles exclues un accès aux tribunes, mais en fait, on ne fait qu'augmenter le nombre de tribunes exclusives. La multiplication de la chronique, c'est un peu comme l'individualisation de la place publique. Chaque personne a le droit à son inaliénable commentaire et, comme la richesse, comme le pouvoir, on nous pousse à croire que c'est au mérite qu'on obtient l'accès à un auditoire plus ou moins large. Les chroniques ne permettent pas plus qu'on se parle entre nous. On ne fait que lancer des pavés dans la mare. Et on se dit que dans le fond, si les vagues éclaboussent, c'est bien la faute à l'eau d'être instable. Mais les personnes qui ont cette chance immense de jouer de la chronique savent-elles même le privilège exceptionnel qu'elles ont? Voient-elles le pouvoir que leurs mots peuvent avoir? Sentent-elles le poids de cette responsabilité qu'ils ont d'être autre chose que le porte-voix de leur propre ego? La place publique, la véritable place publique de nos rêves, doit toujours être un lieu informel, non sanctifié par le pouvoir en place. Elle doit être polymorphe et polyphone. Elle doit toujours demeurer une place rebelle, une place insoumise, une place qui dérange. Elle sera sans doute également toujours une place qu'on voudra rénover, bétonner, aliéner. Il faut se battre pour ces zones grises, pour ces endroits où on peut encore oser se parler. Mais plus encore, il faut oser se parler. La place publique, la véritable place publique, ne serait-elle pas l'espace que nous avons entre les uns et les autres? Si nous parvenons à briser le mur de silence qui nous isole les uns des autres dans notre petite vie tranquille, si on apprenait non pas à parler de manière éloquente, mais à écouter de manière attentive, peut-être alors qu'il sera impossible de nous faire taire, de nous ignorer. Peut-être qu'alors nous tiendrons dans nos mains et entre nos oreilles la plus grande place publique jamais conçue. Merci. Merci, Evelyne. La plus grande place publique jamais conçue. Ici, sur le bord de la Seine, il y a mon nouvel ami Mario. Mario, tu es ici depuis jeudi soir. Avance-toi un peu, Mario, pour que les gens qui suivent. On est ici. Mario, tu es bénévole. Tu viens, ça fait plusieurs années que tu viens participer aux activités de l'AFSA. Tu viens de Mont-Laurier, puis tantôt, il y a quelque chose qui a été dit, puis ça t'a allumé. Qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce qui risque de se passer à Mont-Laurier si on ne fait pas attention? Les gens regardent. On joue dans notre sous-sol pendant qu'on dort. Ils sont en train d'ouvrir une mine d'uranium dans le coin de Mont-Laurier en ce moment. Alors, on n'en parle pas beaucoup dans les médias ou sur la rue, mais Mont-Laurier, cible, uranium, on reste réveillé. André Bellil est sur le cas, j'en suis sûr. Mario, deuxième petite question, on parle de la place publique. Toi, tu la vis, même tu rencontres des gens, tu travailles avec d'autres. Pour toi, la place Émilie-Gamelin, les activités de l'ATSA ou de façon plus générale, la place publique, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu trouves de beau? C'est un lieu de communication et c'est un lieu de bénévolat. Mais le bénévolat, c'est pas un travail, c'est un service qu'on rend aux gens. Puis qu'on se rend nous autres mêmes en étant tous unis. Tu m'as parlé qu'il y a beaucoup d'entraide, puis on se fait des amitiés, puis il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de homme, femme, il n'y a pas de couleur. C'est ça un peu les activités de l'ATSA. On applaudit l'ATSA! Merci Mario d'être là aussi. Je vais aller sur la scène de même, genre style. Vous êtes moins nombreux que tantôt, mais c'est la crème de la crème, je le sais. Si vous êtes gêné, si vous vous sentez isolé, approchez-vous, il y a des bancs, on se réchauffe les pieds, puis sinon on se rapproche, puis tu sais, on échange un sourire, on se rencontre. Moi, personnellement, Dom Lebeau, qu'est-ce que je trouve beau de la place publique? Je la trouve belle quand c'est une place d'ouverture, quand c'est une place qu'on offre à l'autre, quand c'est une place de compassion, on en a parlé, de la compassion et d'amour. Quand ça devient une place d'accueil, j'ai parlé avec Marie-Ève qui est ici quelques mois par année parce qu'elle va travailler dans l'Ouest. Son travail n'est pas reconnu. Elle vient passer un bout de temps ici, puis quand elle n'a plus de sous pour payer un logement, elle retourne dans la rue. La place publique est belle quand elle est pour tout le monde, quand elle est pour toutes sortes de monde. On en a vu toutes les sortes ici sur la scène ce soir, jusqu'à date. On en a vu et entendu de toutes sortes aussi dans la foule. C'est beau quand la place est pour chacun de nous, et puis qu'on vit avec nos points en commun, avec nos différences, sans se juger.
quand la place publique est humaine et quand on cohabite ensemble. Merci, Émile. Je commence à t'aimer, toi. J'aime la place publique quand elle est toute simple, quand on se fait une place au soleil. Chose certaine, et c'est un peu sur cet élan-là que je vais vous présenter le dernier bloc de la soirée et nos invités merveilleux et merveilleuses. J'ai compris une chose cette année, la place publique, c'est une place qu'il faut prendre. C'est une place que l'on doit occuper. On va parler de démocratie, on va parler d'implication, on va parler de mouvement citoyen avec, dans le désordre, Dominique Champagne, Claudine Simon, salut, avec Gabriel Nadeau-Dubois, mais d'abord, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, du groupe Génération d'idées. Bienvenue, Paul, à toi. Prends ton temps. Mais pas trop, mais prends ton temps. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il y a certaines évidences dont je veux vous parler, mais ça fait du bien de le rappeler. La quête de la démocratie est une quête qui ne finit jamais. Et la démocratie est quelque chose de fragile. C'est difficile de ne pas parler du printemps érable, mais je veux juste rappeler comme principe de base que la démocratie est très fragile et que je pense que c'est pas déraisonnable d'affirmer que les démocraties occidentales en ce moment se fragilisent. Ce que ça veut dire, ça veut dire que des décisions importantes qui devraient se faire dans l'intérêt des gens peuvent être faites en fonction d'intérêts privés. C'est un défi là, qui n'est pas propre au Québec. Il n'y a pas de raison de se flageller sur ce point-là. C'est un défi qui est important pour plusieurs démocraties européennes, américaines. Et donc, je commence avec ce principe-là qui est un principe qui me tient vraiment à cœur. Dans une démocratie, il faut convaincre les gens. Donc, c'est une chose de penser qu'on a raison, c'est une chose de mobiliser, de s'engager, mais encore faut-il être en mesure d'inclure toute la place publique, et c'est le thème de ce soir, toute la place publique et non pas la place publique de ses amis, donc pas juste son cercle social, mais l'ensemble de la place publique. Il faut pouvoir parler à l'ensemble des gens pour qu'en démocratie, une décision devienne la décision de la majorité. Et on ne peut pas passer sous silence le fait qu'au terme d'une expérience qui a été extrêmement intense et importante pour la société québécoise, c'est-à-dire le printemps érable, et mon opinion, c'est que ça portait non seulement sur les hausses des frais de scolarité, mais sur l'absence de confiance qu'on avait en le gouvernement qui avait pris cette décision-là. Les révélations de corruption pesaient lourd. Et dans ces circonstances-là, plusieurs Québécois ont fait aller leur casserole. C'est important, mais on doit prendre note en même temps que 60% de la population ont choisi de voter pour des partis de centre ou de centre-droit ou de droite. 60%, c'est beaucoup. Et donc, avec le recul, je vous soumets ce soir que le mouvement des casseroles était essentiel. Pourquoi? Parce qu'il permettait aux Québécois de s'insurger contre la corruption et contre des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt de la population à moyen et à long terme. Tant mieux. Mais encore faut-il convaincre le votant médian, les gens qui votent, que c'était une bonne idée. Et lorsqu'on regarde l'appui au carré rouge, il a chuté de semaine en semaine pour atteindre un creux à la fin du mouvement. Et là, il y a eu une élection qui a donné 40% à la gauche. Et ça, il faut en prendre note. On ne peut pas l'ignorer. Si la volonté, c'est d'arriver dans les faits à une démocratie saine et à des politiques publiques qui misent entre autres sur l'éducation, on a entendu sur la santé aussi, bien encore faut-il convaincre le votant médian dans un livre qui vient de sortir récemment en Europe. Il y a une auteure qui s'appelle Sophie Anne, qui vient de Belgique et qui enseigne en Angleterre, qui dit « Il faut convaincre, il faut parler aux votants médians. » Et donc, si vous êtes porteur de la volonté de la place publique de dénoncer la corruption, si vous avez soif d'une population qui est éduquée et qui a à cœur la valeur de l'éducation, si vous avez des valeurs environnementales ou des valeurs autres que vous voulez qui se réalisent, qui se matérialisent dans la société québécoise, n'oubliez pas de parler à ceux qui ont voté pour des partis qui, pour autant, sont contre vos valeurs. Ne nous parlons pas entre nous seulement, parce que la démocratie, c'est encore le meilleur système qu'on a trouvé. Et si on ne parle pas à tout le monde et on se parle entre nous, on arrive à des résultats où une majorité n'aura pas retenu les idées de progressisme. Et donc, je vous dis, le printemps érable était nécessaire.
Félicitations à ceux qui ont eu le courage de dénoncer la corruption. Félicitations à ceux qui le font encore. Mais si on veut véritablement vivre dans une société où la démocratie est forte, où la corruption est faible et où les gens sont éduqués et en santé, il y a du chemin à faire et je vous soumets ce soir qu'une partie de ce chemin-là, c'est de convaincre les gens qui vont voter, à qui on n'a peut-être pas parlé au cours des derniers mois, les convaincre de nos idées et peut-être à ce moment-là, on se rendra vers une société qui est plus juste et plus démocratique. Merci, bonne soirée. Merci, Paul. C'est au tour d'un certain Gadriel. On l'accueille chaleureusement, on frappe des mains, on tape des casseroles. Bonjour. Bonsoir, en fait. Sur la place publique, on parle de beaucoup de choses, mais ces jours-ci, on parle surtout d'une chose en particulier. Ces jours-ci, sur la place publique, on nous parle beaucoup de corruption, et c'est de ça dont je vais essayer de parler ce soir. Cette fois, c'est unanime. À gauche et à droite, on se scandalise, on s'insurge, on s'indigne. Et ça fait de la bonne télé. On nous parle de petits déjeuners, de tournois de golf, de cocktails obscurs, de voyages luxueux. Qui était invité? Qui y était? Qui y était invité, mais n'y était pas? Qui n'y était pas invité, mais y était? Certes, ce sont des anecdotes divertissantes. Elles nous confirment la proximité révoltante, j'en conviens, entre le milieu des affaires et le milieu politique. Mais cette proximité anecdotique, bien que troublante, n'explique rien, au fond. Le vrai problème, ce n'est pas que les hommes d'affaires et les politiciens mangent aux mêmes tables. Le problème, c'est qu'ils partagent la même conception de la politique. Le problème, c'est leur proximité idéologique. Le 19 octobre dernier, à peine un mois avant qu'il soit nommé maire de Montréal, alors président du conseil exécutif, Michael Applebaum déclarait, et je cite, « La corruption, vous savez, il y en a dans tous les business. Malgré les scandales, la ville de Montréal est une business et il faut continuer à la gérer. » Le pire, c'est qu'il a raison. La politique est devenue une business. En campagne électorale, n'est-ce pas, on nous parle de clientèle électorale, on nous parle de marketing électoral. Et si la politique est devenue une business comme une autre, pourquoi s'étonne-t-on encore que quelques-uns veulent y faire un profit au passage? Parce que quand on nous parle de politique, au fond, on ne nous parle jamais vraiment de politique. On nous parle croissance, on nous parle revenus, dépenses, déficit, coûts, dettes, financement, développement. Quand on nous parle de politique, d'éducation, de santé, de services publics, au fond, on nous parle toujours de la même chose. On nous parle d'économie, on nous parle de business. Dans ce modèle, il n'y a pas de place pour nous. Au pire, nous n'y sommes que de simples consommateurs, au mieux, des actionnaires minoritaires. Parce que sur le conseil d'administration du Québec Inc., il ne peut pas y avoir des millions de sièges. Ce ne sont donc ni les fonctionnaires, ni les politiciens, ni même les partis politiques qui sont corrompus. Ce sont nos institutions politiques elles-mêmes. Et même si on mettait en prison tous les fonctionnaires corrompus, tous les élus intéressés et tous les entrepreneurs véreux, il y aurait autant de corruption. Il y aurait autant de corruption parce que ce sont les institutions actuelles elles-mêmes qui la génèrent. La corruption, ce n'est pas le fruit du hasard ou même le fruit de quelques individus mal intentionnés. La corruption est le résultat direct, le résultat naturel d'un système économique qui a tout oublié de ce qui l'entoure, y compris les gens, la nature et le monde lui-même. Ce n'est pas en adoptant quelques lois que nous reprendrons le contrôle de nos institutions. Lutter contre la corruption, au fond, ça ne veut rien dire. En tout cas, ça ne veut rien dire si ce n'est pas synonyme de démocratie. Parce que la bonne nouvelle, et je crois qu'il faut se le rappeler, c'est qu'il existe encore dans ce pays des milliers de gens honnêtes et intègres. Des travailleurs et des travailleuses qui remplissent honnêtement leurs déclarations d'impôts. Des badauds qui retrouvent des portefeuilles et les ramènent anonymement à leurs propriétaires. Et je crois même que l'on peut encore trouver des ingénieurs honnêtes qui accordent des contrats dans le meilleur intérêt du public. C'est à ces gens-là qu'il faut redonner nos institutions. Contrairement aux prétentions de nos élites, c'est peut-être en regardant tout simplement autour de nous, dans nos familles et nos amis, que nous trouverons le moyen d'arrêter la spirale meurtrière dans laquelle le néolibéralisme nous a entraînés. Notre travail à nous, c'est de donner un sens politique à ces valeurs d'entraide et de solidarité qui traversent encore notre société.
reprendre en main nos institutions, faire entrer la démocratie là où elle s'est retirée, remettre le bien commun au centre de nos débats et de nos préoccupations politiques, voilà ce que doit être notre programme. Reprendre aux affairistes et à l'argent les rênes de ce pays ne sera pas facile. Nous l'avons vu ce printemps lorsque les apôtres du libéralisme sont menacés. Le libéralisme lui-même devient totalement accessoire. Il y aura la police, il y aura les tribunaux, il y aura la désinformation et le mépris, il y aura la violence et l'intimidation, la vraie. Mais comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'essayons pas, c'est parce que nous n'essayons pas que les choses sont difficiles. Merci. Gabriel Nadeau-Dubois, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. La soupe est prête. On va commencer à la servir. Nous avons encore à ma droite, à votre gauche. La soupe, c'est là. Allez faire un tour. On écoute encore nos deux merveilleux invités. Une porteuse de parole accompagnée et un porteur de parole. Elle s'appelle Claudine Simon. Tu peux grimper. C'est la fille qui a parti des appels citoyens pour ceux qui ont vu les images sur le web. C'est bien ça? Elle est, ce soir, entre autres, accompagnée de deux bonhommes du mouvement du 24 septembre. On l'écoute, Claudine Simon. Bonjour tout le monde. Merci à l'APSA d'avoir permis cette magnifique prise de parole publique. Ça fait plaisir. Yes. Alors, je commence par une citation. Et je répète que j'ai un mouvement derrière moi. Ce qui manque à la démocratie, c'est la confiance en soi-même. C'est le sentiment de sa force, c'est l'ambition vraie. L'immense foule n'a point une suffisante espérance de voir réaliser la justice. Elle n'a point surtout assez le sentiment que c'est par elle que la justice peut et doit être réalisée. La dépêche 1888. Montréal, 22 novembre 2012. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Ils n'ont pas voulu voir, ils se sont défilés. Ils n'ont pas questionné. Ils ont pris le système pour acquis. Ils ont dit oui au pot de vin, à la tromperie, aux manigances qui empoisonnent tout notre système politique. Ils ont tous failli, de la plante verte aux corrompus, dans leur responsabilité de faire ce qu'ils devaient faire pour que nous, citoyens, ayons confiance en nos institutions publiques. Ils sont coupables, au minimum, de laxisme et de manque de courage moral. Mais nous, qui sommes-nous comme citoyens? Sommes-nous dans l'ensemble si différents d'eux? Sommes-nous dans l'ensemble en train de basculer dans une zone où seul notre compte de taxes nous fait réagir? Sommes-nous capables de vigilance et de courage moral? Et entre nous, convaincus, que répondons-nous à ceux qui sont portés par le cynisme et qui tolèrent l'érosion de notre démocratie? Et pire encore, qui l'aperçoivent comme une chose inévitable. Non! Nous sommes avec vous ce soir pour répéter encore et encore, comme tant d'autres l'ont fait ce printemps, que la résignation citoyenne nous mène droit à une cassure démocratique. Au fatalisme, à l'impuissance, à l'inertie qui servent et maintiennent le système en place, nous proposons l'indignation, l'action, la prise d'assaut des espaces publics. Le mouvement du 24 septembre, mouvement citoyen, qui a exigé en 2011 avec d'autres une commission d'enquête publique sur la corruption et le financement des partis politiques, vous invite à investir les conseils de ville, les conseils d'arrondissement et les instances démocratiques, à prendre la parole, à dénoncer, à filmer, à questionner ces élus qui n'ont rien vu, rien entendu et rien fait, mais qui sont pourtant imputables devant nous tous. Parce que si dans l'ensemble, nous ne disons rien, si nous ne croyons plus en nous, en notre pouvoir citoyen, nous reglissons lentement vers la torpeur et nous mériterons notre démocratie de façade. Comme nous valons mieux, il nous est permis de continuer de rêver de citoyens qui se lèvent pour dénoncer l'inacceptable. Il nous est permis de croire à la nécessité, à la possibilité d'un changement.
Et ce changement de système ne peut venir sans nous. Il est vrai qu'on a cherché à exclure le citoyen de la place publique. On ne l'a pas considéré, on l'a méprisé, on l'a bafoué. Il est vrai que le respect du citoyen n'existe pas dans un système corrompu. Préparez-vous dans ces assemblées, dans ces conseils de ville, à vivre du mépris et de l'arrogance. Préparez-vous à la langue de bois, à l'absence de réponse à vos questions. Mais le changement de culture nécessaire au changement de système ne peut pas venir sans nous. Ne les laissons plus, entre eux, gouverner et décider pour nous. Et transformons cet espace public contrôlé par eux en une sphère où la critique s'exerce contre le pouvoir qui corrompt. Sur leur propre terrain, dans nos espaces publics, c'est à nous d'imposer une démocratie participative qui ne doit plus être au service d'intérêts privés ou particuliers, mais bien au service des citoyens. Cet espace public, il faut l'assiéger, leur montrer que nous n'existons et que nous refusons le rôle de citoyens passifs, désillusionnés et soumis, qu'ils aimeraient tous mieux nous voir porter. Osons refuser les mensonges et le mépris. Soyons exigeants et vigilants. Pour qu'une fois pour toutes, le système tombe. Non qu'on nous propose un 30 sous pour une pièce. Retrouvons collectivement notre confiance en nous. Et que chacun ici, qui y croit, le crie à chaque cynique et sur toutes les tribunes. Nous valons beaucoup mieux que ce que nous avons. Le 9 décembre, c'est la journée internationale de la lutte contre la corruption. À midi, à la place du peuple, nous vous invitons à venir marcher avec nous, nous qui y croyons, pour exiger une gouvernance transparente et éthique. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci Claudine. Merci les deux messieurs qui tiennent la pancarte. Le dernier. On dit mais non le moins. Je dirais pas et non pas le plus grand non plus, mais. Je veux pogner la pancarte comme il faut. Ah ouais, parfait ça. Un militant, malgré lui, militant assez en demande, je pense. On compte toujours sur toi de le mouvement du 24 septembre à la soirée rouge à Tsar. Merci beaucoup. Dominique Champagne. Le printemps dernier, pendant des mois, au-dessus de nos têtes, ont flotté les vers de Gaston Miron. J'ai fait de plus loin que moi un voyage abracadabrant. Il y a longtemps que je ne m'étais pas revu. Me voici en moi comme un homme dans une maison qui s'est faite en son absence. Je te salue, silence. Je ne suis pas revenu pour revenir. Je suis arrivé à ce qui commence. OK. Maintenant que le printemps a perdu ses feuilles avec vous, je me demande, à quoi sommes-nous arrivés au juste? À quoi voulons-nous arriver maintenant? Il y a des moments dans l'histoire des peuples où vient le temps de prendre la rue. On s'en souvient? Un jour de décembre, il y a presque 2 ans, à Tunis, un marchand de légumes ambulant nommé Besbous s'immolait sur la place publique et allumait l'étincelle qui, du printemps arabe au printemps érable, allait enflammer le cœur de la jeunesse du Maghreb et de Madrid, de New York, de Londres, de Barcelone et de Montréal. Montréal n'est pas Tunis, mais avec l'inspiration venue du nord de l'Afrique, à l'école de la rue, nous avons remis en circulation l'urgente nécessité que nous ressentons d'être des citoyens libres, capables de solidarité. Nous avons renoué avec le goût d'être là, ensemble, mais pour arriver vraiment à ce qui doit commencer, nous avons maintenant le devoir de ne pas laisser tomber. Que reste-t-il de nos amours aujourd'hui? Nous avons connu l'éveil d'une force immense, qu'on croyait endormie depuis longtemps et qui s'appelle la fraternité. Elle a été le cœur de nos vies et tout ce qu'elle nous a donné depuis la Tunisie, depuis l'Égypte, d'espérance et de beauté, de rage, de courage, de cœur à l'ouvrage, de joie et d'intelligence commune, tout ce qu'elle nous a permis de libérer dans nos esprits aujourd'hui encore, rien ni personne ne pourra nous l'enlever. On dit qu'il y a 2 façons de voir la construction d'une cathédrale, celle qui part du haut vers le bas, où quand on demande au tailleur de pierre ce qu'il fait, il répond « je taille une pierre ». Et il y a la façon qui, partant du bas, monte vers le haut,
où le tailleur de pierre répond à la même question, qu'est-ce que je fais? Je bâtis une cathédrale. Nous avons bien senti dans nos esprits la cathédrale dont nous sommes capables. Nous avons maintenant le devoir de nous mettre, tout un chacun, tous pour un et chacun pour tous, à bâtir pierre par pierre, patiemment. On ne bâtira pas cette cathédrale en un printemps, mais nous avons le devoir de nourrir ce feu de la fraternité. Regarde-la, la fraternité, comme elle est belle. Elle est venue d'Égypte, elle a le regard noir de toute la détermination du monde, avec dans ses yeux l'exigence brillante et brûlante de tous les rêves, de toutes ces étoiles nées dans la nuit où elle se trouvait jusque-là. Elle ne demande qu'à se projeter, haut, toute tendue, vers le ciel. Je ne sais pas où tu en es et je me faisais un peu de mauvais sang pour toi. J'espère que tu vas bien. Mais quoi qu'il advienne, je veux que tu saches que je suis là, que je serai là, que je ne vais pas te laisser toute seule. Peut-être m'en veux-tu de m'être calmé un peu, d'être rentré chez moi. Peut-être préfères-tu que je me taise tellement tout ça semble parfois des mots. Quoi qu'il en soit, je veux que tu saches que je marche encore vers toi. Je marche à toi, comme disait Miron. Dans cette place publique que nous avons investie ensemble, je marche encore à tâtons peut-être, dans l'ombre plus qu'au soleil, dans la marge encore, oui, sans doute, mais de moins en moins. Minoritaire, divisé, fragmenté, désorienté, mais de moins en moins. Je suis là parce que je sais que nous sommes là. Avec cet enfant que tu portes en toi maintenant. Je sais que les lendemains ne chantent pas toujours, mais je sais aussi que nous ne sortirons pas indemnes du printemps que nous avons connu, parce que nous avons signé un pacte, celui de prendre, par-delà la révolte, le parti d'espérer, d'être à l'œuvre, d'étudier, d'exiger, de donner, de dire oui, de tisser des alliances et de tout faire arriver. Nous avons pris confiance en nos moyens, nous avons pris confiance en notre capacité à nous rassembler. Et même si les élections nous ont privés du rendez-vous historique que nous aurions dû nous donner, nous savons plus que jamais peut-être cet automne à quel point notre démocratie est malade et qu'elle a besoin de nous. Et que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour redonner à la politique, par-delà les lignes de parti, par-delà les raccourcis et les formules creuses de l'idéologie, par-delà la peur, la paresse intellectuelle, le spectacle médiatique, redonner à la démocratie toute l'autorité dont elle a besoin. Quand l'humanité que nous voulons est sacrifiée sur l'autel de la cupidité, nous savons qu'il est bon de refuser le monde tel qu'il est. Mais nous savons aussi qu'on ne bâtit pas une cathédrale en disant non merci. Le grand écrivain grec Nikos Kazantzakis a dit un jour que nous avions le devoir de nous fixer un but, et chaque jour, malgré les rires et les sarcasmes, de nous efforcer de l'atteindre. Non pas de l'atteindre, une âme noble, dès qu'elle s'approche du but, s'empresse de le repousser un peu plus loin, parce que c'est le seul moyen de donner un sens à nos vies. Je crois que le temps est venu de nommer ce but que nous voulons atteindre, de dessiner les plans de cette cathédrale dont nous rêvons, de dire haut et fort, sincèrement habité par le désir de nous rencontrer, de trouver notre terrain commun, notre bien commun. Je crois que nous avons le devoir de dire vraiment dans quelle société nous voulons vivre et de nous y mettre concrètement. Nous vivons toujours dans un pays dont nous n'avons pas signé la Constitution et souvent on nous a dit qu'on ne voulait pas en entendre parler. Mais combien de temps pourrons-nous tenir ensemble sans projet commun ni contrat social, sans avoir nommé notre rêve de vivre ensemble? Je vais vous dire ce en quoi je crois. Je crois dans un monde où la compétitivité de l'économie peut rencontrer fièrement l'exigence écologique. Je crois que nous devons tous nous sortir du pétrole, mais je sais aussi qu'on ne gagnera pas cette guerre-là sans être pragmatique. Je crois dans le contrôle démocratique de nos ressources naturelles, qui sont ici comme ailleurs, de la Norvège à la Bolivie, la propriété du peuple. Je crois qu'il y a assez de cerveau ici et de cœur à l'ouvrage et de désir que ça marche pour qu'après tout ce que nous venons de vivre, nous ayons le sommet sur l'éducation que nous méritons et le système d'éducation que nous méritons et les redevances minières que nous méritons et l'électrification de nos transports et l'impôt progressif sans que ça gueule comme des enfants quand vient le temps de payer sa juste part et une justice sociale qui soit à la hauteur des exigences du formidable brassage que nous avons connu ici le printemps dernier.
Je crois qu'à l'heure du réchauffement climatique, nous avons besoin d'une politique économique d'envergure qui cesse d'avoir le nez collé sur le court terme et le rendement aux actionnaires et qui s'élève à la hauteur de notre potentiel et de l'exigence où nous nous trouvons d'agir avec intelligence, sagesse, respect, avec rigueur et humanité. Nous avons le devoir de continuer à être là de la façon la plus concrète qui soit, à faire de la politique autrement, avec générosité, avec passion, dans nos lieux de travail, dans nos classes, nos maisons, nos milieux de vie. Nous avons le devoir de maintenir notre esprit critique bien vivant, mais surtout, nous avons le devoir de sortir de nos chapelles, de casser les moules et les certitudes où nous nous enfermons et de créer des liens, de nous rallier. Ce qui voudra dire parfois de mettre l'eau dans son vin, comme on fait en amour quand on a l'intelligence d'aimer. Parce que nous savons que les campagnes de peur ont fait peur le printemps dernier. Et porter leurs fruits jusqu'à la dernière élection, nous avons le devoir d'aller frapper à la porte de ceux et celles qui n'ont pas pris la rue. Parce que nous sommes ensemble, parce que nous sommes les porteurs du changement, parce que c'est par nous, les citoyens et les membres de la société civile, que le changement réel arrivera, qu'il s'imposera aux politiques comme à l'économique. La démocratie a besoin que nous soyons là, à l'œuvre, au service de l'œuvre. Notre souveraineté réelle, ou en tout cas la plus urgente, c'est la démocratie. Comme l'eau que nous buvons, comme l'air que nous respirons, nous devons défendre la démocratie, comme si elle était notre seule chance, après l'indignation, de nous retrouver sur un terrain commun, de nous rassembler pour le bonheur de tous, d'y retrouver l'autorité du peuple, qui est la seule autorité qui soit pour imposer le respect au diktat de l'économie. Seul l'exercice du pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple, pourra faire arriver plus de liberté, plus d'égalité et plus de solidarité. Pour la suite de notre monde, pour que nous arrivions franchement à ce qui doit commencer, l'heure des consensus a sonné. Maintenant, je vais profiter du privilège qui m'était parti d'être le dernier pour vous chanter mon plus grand succès. Alors, excusez, ça fait au moins 20 ans que je n'ai pas chanté cette tune-là, mais pour vous, mesdames, particulièrement ce soir. Oui, donc. 1, 2, 1, 2. Oui, moi je t'aime dans la neige et j'y vois le soleil. Oui, moi je t'aime dans la neige et je sais des merveilles. Les matins bleus dans tes oreilles et ton corps qui s'épanouit. Toi et moi dans le ciel, venu du paradis de l'amour. Oui, l'amour, et l'amour. Ah non, c'est pas vraiment plus loin. Excusez-la. Toujours en direct. On applaudit très fort, ne serait-ce que pour l'effort. Toujours en direct de la soirée rouge à Tsa, à la place Émilie Gamelin, en direct sur les ondes de OM 99.org. Ça en est dit de belles choses, Annie. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ta soirée? Je retiens que je veux tatouer tous ces mots dans mon cœur pour être plus grande, plus forte. Et si on réussissait à faire tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on serait franchement heureux. On serait franchement pas pire, Annie Roy. Wow! Mais oui, non, pas maintenant, après. Tout le monde a des bons messages à donner. J'en suis sûr. Il y aura d'autres soirées aussi pour faire autre chose. Puis on va tous se parler, là, garçons et filles, autour de la soupe, OK? Venez me voir, venez voir Annie. D'ailleurs, j'aimerais ça avoir une bonne main d'applaudissement pour l'ATSA. Une plus grosse main d'applaudissement que ça pour tous ceux et celles qui ont parlé ce soir. Et une extrêmement grosse main d'applaudissement à Dom Lebeau, qui a accepté tout de suite quand je l'ai appelé, qui a déplacé un rendez-vous, qui, vraiment, là, je t'adore. Hein? Je vous souhaite une magnifique soirée. Il y a 3 choses à vous dire après qui dit non. Restez avec nous, il fait beau. Prenez une bonne soupe. Un immense merci à la Grumman, un immense merci au son. Merci à tout le monde. Restez là, on est encore là jusqu'à dimanche.
Samedi, il y a une soupe à tous les jours à 5h30. Et samedi, il y a une activité des valoristes. Les valoristes, donc, qui mettent en valeur les matières qu'on jette, qu'on ne recycle pas assez. Et ça leur fait un gagne-pain. Ils vous expliquent. Ici, ils vont être au moins 300 personnes. Ils vont vous expliquer comment ils font. Alors, c'est pas fini. C'est là que tout commence, comme Dominique nous dit souvent. Continuons. Merci, bonne soirée. On vous aime tous. Mis un cadeau pour toi. Un beau poème. C'est pour toi, Annie. Dagui qui veut nous faire un poème. Non, Annie, c'est pour toi. Il faut que tu la lises. C'est un cadeau que je te fais, aussi pour nous autres. Là. Faut que moi je le lise. Wow. OK, wow. L'état d'être. Je suis un de ses membres. Qui suis-je, dit la liberté. Où allons-nous? Debout devant tous. Les dirigeants affrontent la génération future qui nous remémore l'état d'urgence. Artistes de la rue, jongleurs, etc. Je vous laisse mon tapis rouge. Tous ces liens que nous créons est un amour pour un beau Noël qui rayonne de lumière en l'honneur d'Annie et Pierre Allard. Hugo Charles Dagui. Tout le monde s'aime, tout le monde s'embrasse. À la soupe, on se rencontre, on se serre la main. Oyez, braves gens! Je vous invite aussi à voir la liste de vidéos qui ont été présentées lors des cinémas sur les étoiles. La liste de vidéos sur le printemps érable. Allez sur le site web Funambule, esmedia.s.org. Funambule, au pluriel, funambulemedia.org. Ça inclut le magnifique... voyons comment ça s'appelle. Le temps des bouffons, version .30. Voyez ça. Allez sur funambulemedia.org. Merci. Penses-tu que le son a poigné ça? Oui, ça a poigné. Alors, c'est la fin de l'événement Soirée Rouge à l'ATSA. Je vous remercie tous d'avoir suivi cet événement sur om99media.org. Je vous rappelle que si vous utilisez Twitter, le hashtag Soirée Rouge ATSA est diffusé encore pour quelques temps ce soir. C'est diffusé ici sur le mur. Alors, merci à tous d'avoir suivi. Mon nom est Simon Lucier, au nom de OM99 Média. Je vous souhaite bonne nuit. Sur une image de